normalement, si maintenant, voilà, hop, ça a dû partir maintenant, non? Oui, on voit les slides. Je ne me vois pas, mais c'est pas grave. On a le son, on a les slides, ça devrait le faire. Bienvenue à tous en tout cas. On peut démarrer cette conférence en ligne sur les cartes mentales, l'IA et comment combiner les deux pour exploiter au maximum ses capacités. Euh, je te laisse prendre la parole et la suite. Merci Marc, c'est un plaisir de te retrouver après effectivement cette conférence à Educatech où nous avions fait salle comble, on peut le dire. Et donc je suis ravi de retrouver la communauté MindView Matchware aujourd'hui pour voir comment nous pouvons surclasser l'intelligence artificielle en exploitant nos cerveaux avec la carte mentale MindView ou comment on va potentialiser le génie de MindView avec de l'IA qui va nous faire gagner encore plus de temps et nous donner encore plus de possibilités créatives à la slide suivante. Donc, nous allons voir les thèmes clés. Donc, le fonctionnement de la mémoire ancestrale, le fonctionnement du cerveau avec la thèse de Sperry, des deux cerveaux, cerveau droit, cerveau gauche, qui nous conduira à évoquer comment la créativité humaine émerge dans nos cerveaux et comment les cartes mentales vont permettre d'utiliser cette capacité humaine pour la potentialiser avec MindView et avec aujourd'hui, bien sûr, l'impact majeur de l'intelligence artificielle alors ici générative, mais rien n'interdit de penser que par l'intermédiaire de MindView, on accédera plus tard aussi à l'IA générale. Slide suivante. Marc, tu m'entends Ouais, pour la slide ouais, suivante? hop, yes. Normalement, c'est bon. Alors, chez l'Homo paléo, notre ancêtre, l'Homo erectus, nous allons voir comment cette mémoire s'est façonnée et quelles sont les réminiscences de ce fonctionnement qui nous permet, selon la thèse de Sperry également, qui a examiné le câblage cérébral, Sperry, prix Nobel de médecine en 1981, et cette découverte très importante des deux hémisphères cérébraux et de leur connexion partielle, qui permet de comprendre pourquoi les cartes mentales, ce type de travail potentialise le fonctionnement de nos cerveaux. Slide suivante. Donc l'Homo erectus vivait dans un environnement relativement hostile. On le disait chasseur-cueilleur, en réalité plutôt très bon charognard, même si de temps en temps il avait l'opportunité de chasser. Il était plutôt charognard et il était aussi un animal humain qui était soumis à des prédateurs. Donc il fallait qu'il se repère dans un environnement spatio-temporel assez vaste. Il devait identifier des couleurs, des formes, des vitesses. Et c'est évidemment ce façonnement ancestral qui a été sélectionné par l'évolution. Et donc nos cerveaux fonctionnent de telle façon qu'ils sont capables de mémoriser plutôt des formes, des couleurs, des idées. C'est plus difficile, des chiffres, c'est encore plus difficile, vous le savez. Donc le concept, lorsqu'il passe par des moyens mémotechniques physiques à base de couleurs, de formes, fonctionne beaucoup mieux et beaucoup plus durable. Slide suivante. C'est ce qu'on appelle le palais de la mémoire, qui a été développé dès l'Antiquité. Alors, les cartes mentales naissent évidemment avec le rôle de Tony Buzan, bien sûr, mais aussi avec cette capacité de mémorisation spatio-temporelle et cette vue d'ensemble d'un concept, et c'est ce qui concourt à la création d'une carte mentale. Slide suivante. Voilà, donc dans la méthode des loci, alors loci c'est le pluriel de locus en latin, vous le savez, c'est la mémoire des lieux. Donc comme je vous dis, Homo erectus avait une mémoire des lieux, une mémoire d'éléments spatio temporels, et c'est évidemment cette méthode qui, depuis le poète Simonide de Séos, permet à des acteurs de théâtre, par exemple, de retenir un texte par cœur, des monologues par cœur, par un agencement dans un palais de la mémoire. Donc littéralement une construction architecturale idéalisée. Donc vous pouvez imaginer votre propre palais de la mémoire dans lequel vous allez ranger par thématique, par pièce, par meuble, par tableau,
ce que vous voulez retenir et vous allez visualiser ce que vous voulez retenir dans ce palais de la mémoire, ce qui permet de potentialiser le fonctionnement du cerveau selon Homo erectus et bien sûr aussi, on va le voir, d'utiliser les deux hémisphères cérébraux, slide suivante. Donc là, vous allez voir, ce palais de la mémoire agrandi, mais chacun a le sien, bien sûr, et on peut, de façon imaginaire, venir positionner des idées, des formes, des images. Et le cerveau humain a cela d'étonnant que lorsque l'image est réellement bizarre ou est-ce qu'elle est parfois grossière, se retient beaucoup mieux en réalité lorsque l'image que vous faites d'une idée à retenir stimule vos émotions, eh bien, l'idée se mémorisera beaucoup mieux. C'est ce qui nous permet de comprendre qu'il y a un cerveau analytique et un cerveau émotionnel et que les deux doivent travailler ensemble pour avoir une meilleure mémoire et donc, par conséquent, une meilleure créativité. Slide suivante. Donc, on revient sur le palais de la mémoire agrandie. On voit la façon de retenir les poètes, de retenir des textes, etc. Je passe là-dessus. Slide suivante. Vous aurez l'occasion de recevoir les éléments, les slides. Vous pourrez approfondir si vous le souhaitez. Donc, notre cerveau, évidemment, par embryogénèse, conserve les caractéristiques de l'évolution avec le cerveau reptilien, un cerveau qui est basé sur la sensorialité, sur le lien social, comme tous les mammifères qui ne peuvent pas vivre seuls. On pense à la meute de loups, on pense à l'intelligence sociale des mammifères qui leur permettent de vivre ensemble et de vivre tout court, car un mammifère aurait beaucoup de mal à vivre seul. Une partie affective, donc, et puis le néocortex, qui est la partie, je dirais, de la conscience, même si je tire à grands traits, et la partie de la volonté, même si là encore, on voit qu'aujourd'hui, avec les images en taux de mode densitométrie, la volonté est remise en question. Slide suivante. Donc, la théorie de Sperry des deux hémisphères, c'est de considérer, à la lumière de certains travaux qui ont eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 40, qui montraient qu'il y avait une latéralisation importante du cerveau, en particulier chez des sujets qui avaient été victimes d'AVC ou de trépanation. Il a examiné des cerveaux et il s'est rendu compte qu'on avait bien deux hémisphères cérébraux et que ces hémisphères cérébraux avaient des fonctions différentes. Alors littéralement, le cerveau gauche est plutôt un cerveau analytique, plutôt verbal, qui est capable de décoder du texte et des sons verbalisés, comme je suis en train de le faire là. Et le cerveau droit, qui est un cerveau plutôt imaginatif, plutôt conceptuel, qui imagine des formes qui n'existent pas forcément dans la nature, ce qui nous enjoint d'ailleurs à réfléchir à la notion même du rêve et du cauchemar, qui sont des fonctionnements du cerveau qu'on va retrouver dans certaines zones cérébrales, on verra plus loin, qui nous permettent d'anticiper des situations que nous n'avons pas vécues. Donc l'évolution darwinienne a sélectionné que nous pouvions à la fois être capables de retenir des choses que nous avions vues, mais également à partir de là, d'avoir des scénarios imaginaires qui soient optimistes ou pessimistes. Alors Sperry a été récompensé d'un prix Nobel en 1980 pour ses travaux, qu'il a partagé avec Thorsten Wiesel et David Hunter. Vous retrouverez ça dans la littérature. Cette thèse de Sperry a été remise en question par les recherches récentes, parce qu'en réalité, le cerveau n'est pas extrêmement localisé, ce sont plutôt des cartes mentales et des cartes sensorielles qui nous permettent de retenir les choses, et avec des activations de diverses zones du cerveau simultanément. Quoi qu'il en soit, slide suivante, il a démontré qu'il y avait dans le cerveau une sorte de chiasme, donc une connexion partielle, pas totale mais partielle, ce qu'on va retrouver dans le nerf optique, vous savez, un croisement partiel du nerf optique. Alors nerf optique, on peut même penser que c'est un prolongement du cerveau, le nerf optique, mais en tout cas un câblage qui permet aux deux hémisphères de travailler de concert. On peut être latéralisé, on peut effectivement, lorsqu'on fait des mathématiques, on est plutôt cerveau gauche, mais lorsqu'on va imaginer des théories mathématiques comme Einstein, on va être plutôt cerveau droit. Vous savez qu'Einstein lui-même a d'abord procédé par des exercices de pensée avant de formaliser par les mathématiques ses travaux. Slide suivante. Donc cette notion de créativité serait liée à la possibilité de faire travailler simultanément nos deux hémisphères cérébraux grâce à des outils qui le permettraient. C'est le cas de la carte mentale, évidemment, avec Tony Buzan qui va relier ces théories de neurochirurgie ou de neurosciences avec cette manière de dessiner. Alors là, on le fait de façon électronique avec main dure, mais on peut le faire à main levée. Slide suivante, chacun aurait à ce moment-là la possibilité de tracer la carte mentale qui lui fait plaisir, selon la marque de l'auteur, bien sûr. Chacun y va de sa propre créativité, et donc peut à la fois aller vers la créativité et des modes d'abstraction, je dirais même d'émergence. Car ce que démontre la thèse de Sperry au travers du fonctionnement des deux hémisphères,
c'est que l'idée géniale, la création, est une émergence. Donc, elle émerge de façon un peu hasardeuse, hein, à l'insu de notre plein gré, diraient certains. Donc, slide suivante. Et la carte mentale, lorsqu'elle est utilisée, et lorsqu'elle est utilisée de façon collaborative, stimule cette émergence et permet de structurer du complexe. Je montre en filigrane des flocons de neige. On pourrait comprendre pourquoi un flocon de neige a la forme qu'il a, mais c'est très difficile de prédire quelle forme de flocon de neige une goutte d'eau au sommet du ciel donnera. C'est ça l'émergence, on peut difficilement prévoir. Et par contre, on peut imaginer que des conditions particulières de travail stimulent l'émergence. C'est le cas de la carte mentale slide suivante. Et donc chacun va pouvoir, au travers de cet outil, entrer dans l'intimité de son propre langage cérébral. C'est-à-dire, c'est là qu'on entre dans la carte heuristique. Hein. Le heuristique, vous savez, c'est que l'outil apprend de vous et vous apprenez de l'outil. Je parlerai un peu plus loin de sociomatérialité. C'est-à-dire que notre cerveau a son langage propre hein, et évidemment, en stimulant les deux parties du cerveau, on atteint le langage cérébral singulier de chaque être humain et ce qui permet de dégager cette créativité. Slide suivante. C'est Noam Chomsky, je le dirai un peu plus loin, hein, c'est Noam Chomsky qui a montré que chaque cerveau a son propre langage pour se parler à lui-même et le langage que j'utilise aujourd'hui est un langage commun, mais ce n'est pas exactement le langage de mon cerveau. Slide suivante. Donc la méthode de la carte mentale, c'est au centre, on choisit arbitrairement un sujet central qui pourra évoluer. D'ailleurs, on sait que dans Mindview, vous allez le voir, un sujet central peut devenir un sujet latéral. Et on ajoute intuitivement des branches. Alors intuitivement, ou vous allez le voir avec de l'IA, moins intuitivement, mais tout aussi efficacement. Et à partir de là, on va faire des branches ou des sous-branches sur lesquelles on va pouvoir accrocher des idées, des images, des sons, des concepts, etc. Slide suivante. Donc ça, on peut le faire à main levée, encore une fois, ou on peut le faire avec une machine qui va potentialiser nos efforts. Donc ce tracé, c'est la marque singulière de l'auteur, slide suivante, et chacun de vous pourrait, à main levée, faire des cartes mentales très variées, comme celle-ci par exemple, slide suivante, ou celles qui vont suivre. Chacun aura sa manière de dessiner, avec plus ou moins de talent, slide suivante. Pourquoi elles sont efficaces? Parce que, comme je l'ai dit, elles permettent d'atteindre la singularité de la pensée humaine, selon Noam Chomsky, célèbre linguiste américain, qui a montré déjà depuis une quarantaine d'années que chaque cerveau humain a son langage et que, évidemment, la finesse des mots que nous utilisons ou la finesse des artefacts, donc des symboles que nous utilisons, de la sémiologie, traduit cette singularité par, je vais dire un gros mot, mais je traduirai après, par sous-spécification de structure. Donc, au moment des questions, on pourra y répondre, mais atteindre la sous-spécification des structures de pensée, c'est vraiment entrer dans la précision de la pensée humaine et sa singularité. Slide suivante. Alors pourquoi elle est efficace? Parce que justement, elle permet de situer un problème dans sa globalité, tout en entrant dans le détail et tout en convoquant de la nouveauté, de l'émergence, de la créativité. Slide suivante. Et puis bien sûr, elle va nous permettre aussi, comme je l'ai dit au tout début, vous vous en souvenez, d'utiliser la mémoire de l'Homo erectus, la mémoire stéréostatique, hein, c'est-à-dire celle qui nous permet de naviguer dans des environnements non linéaires, spatio-temporels. Elle évite de rester bloquée. Elle permet de s'apercevoir facilement des équilibres d'une réflexion. Elle s'appuie sur l'utilisation du cerveau gauche, mais aussi sur le cerveau droit, plus capable d'aller vers des formes imagées ou des concepts. Slide suivante. Donc, encore une fois, c'est cette carte mentale qui nous permet d'utiliser notre propre vision avec nos souvenirs, slide suivante, et de potentialiser à la fois maintenant, faisons la synthèse, le fonctionnement des deux cerveaux et la mémoire stéréotaxique de notre cerveau. Vous voyez, Noam Chomsky disait que, donc il publie son livre sur les structures syntaxiques et sur les sous-spécifications de structure, où il affirme que le langage humain vient d'une capacité innée et qu'il existe une grammaire universelle, c'est-à-dire une mise en forme syntaxique commune à toutes les langues, c'est-à-dire le fonctionnement du cerveau avec une codification du cerveau qui est propre au cerveau humain et qui est très singulière. Slide suivante. Alors, Noam Chomsky, chercheur contemporain. Hein. Donc voilà, notre monde extérieur nous est perçu par les sens, et donc ces sens nous donnent une image imparfaite, bien sûr, mais ces images, ces sons, ces sentiments internes sont un premier accès, on appelle ça la priméité, et puis il y a une secondéité
qui est le traitement de cette information au travers de la carte linguistique propre à chaque être humain et la façon de programmer ses comportements en sortie ou la création d'une carte mentale en sortie. Slide suivante. Donc, vous voyez que quand on le fait seul, évidemment, c'est très efficace, mais comme grâce à MindView, on peut travailler de façon collaborative, on va pouvoir faire 1 plus 1 égale 3 ou 2 plus 2 égale 6. C'est-à-dire, on n'est plus dans de l'addition de cerveau, on est dans de la multiplication de créativité humaine, comme le montrent ces images, où on voit que chacun va amener sa créativité, ses évocations, ses sentiments, ou, disons, son émergence créative. Slide suivante. Donc voilà, un accès à finalement cet inconnu qui est soi-même, car certaines de nos idées nous surprennent dans cette façon de travailler. Il n'est pas prévisible de savoir ce qu'on va créer, et c'est ce qui rend l'exercice extrêmement stimulant. Et lorsqu'on a des outils performants pour le faire, ça potentialise ce miroir envers soi-même et aussi de façon collaborative. Slide suivante. Donc, c'est un outil heuristique, je l'ai déjà dit, hein, c'est à la fois une discipline, cette façon de travailler, c'est une méthodologie, c'est à la fois une méthodologie, c'est un apprentissage et c'est une efficience finalement. Slide suivante. Alors maintenant, on va arriver à l'intelligence artificielle, mais tout d'abord, savoir que notre cerveau fonctionne avec des ondes cérébrales et que ces ondes cérébrales varient en fonction du nictémère, en fonction de la journée, en fonction de notre chronobiologie, selon que l'on dort ou que l'on soit en éveil. Les ondes delta, theta, alpha, qui sont les ondes du sommeil paradoxal, et qui sont aussi les ondes alpha, les ondes propres aux rêves et aux cauchemars. Slide suivante. Et donc, la manière ou l'environnement dans lequel on va utiliser les cartes mentales vont être plus ou moins capacitants. C'est-à-dire que si on est dans un environnement, certains diraient mindfulness, hein, méditatif, avec une attention flottante, finalement, on va avoir plus de créativité que si on est focalisé sur l'analytique pure. C'est encore une fois une autre façon plus profonde. On va parler d'apprentissage profond, et ce terme d'apprentissage profond est propre également à l'intelligence artificielle, on le verra. Donc, en fonction de l'utilisation des ondes cérébrales, selon qu'on est très éveillé, très concentré, ou selon qu'on a une attention flottante, va donner des capacités différentes au cerveau, soit des capacités de contrôle, de contrôlabilité lors de la lecture d'un texte, par exemple, ou la relecture d'un texte, ou bien une attention flottante qui va permettre de créer de nouveaux contenus, de créer de nouveaux visuels. Slide suivante. Je ne rentre pas dans les détails, bien sûr, parce que nous sommes pris par le temps, mais vous aurez l'opportunité de recevoir les slides et vous verrez donc tout cela. Parlons de l'intelligence artificielle et de ses limites. Alors, les limites sont régulièrement repoussées, vous le savez, mais ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, en réalité, c'est plutôt des réseaux de neurones. Hein. Ça fonctionne comme des réseaux de neurones. Slide suivante. Donc, on est sur de l'intelligence machine, qui a un premier inconvénient, c'est qu'on ne sait pas comment elle marche quand elle marche. Mais en tout cas, elle recouvre aujourd'hui un certain nombre de réalités. Donc, je disais les réseaux de neurones, hein, je vais vous expliquer, l'analyse prédictive grâce à certaines formules mathématiques, la robotique, bien sûr, et l'interface objet, le machine learning, le traitement du langage naturel, c'est ce que fait très bien ChatGPT, la vision par ordinateur, très utilisée, bien sûr, dans le domaine militaire, le deep learning, avec, je fais une parenthèse bibliographique pour vous dire qu'il y a un ouvrage que je vous conseille fortement, qui s'appelle Deep Work de Cal Newport, et qui parle de cela, et le système cognitif lui-même, donc la connexion entre une intelligence humaine et une intelligence artificielle, ce qui sera vraiment l'avenir socio-matériel de l'IA. Slide suivante. Alors, ce qu'on appelle un réseau de neurones, c'est la manière dont fonctionnent finalement des itérations de recherche de contenu. Slide suivante. Et la manière dont un ordinateur va être capable de reconnaître des formes syntaxiques ou des formes tout court. Hein. Donc, je prends un exemple qui va vous montrer ce que c'est que la sociomatérialité ou comment on va élever de l'intelligence artificielle. Quand vous recevez des captchas, vous savez, on veut vous identifier comme un être humain sur les réseaux sociaux ou sur Internet, hein, et on vous dit cliquez les images sur lesquelles vous reconnaissez des autobus ou des bicyclettes, etc. Ça, l'IA n'est pas capable de reconnaître a priori ce qu'est un autobus ou ce qu'est une bicyclette. En revanche, les formes, les couleurs,
la combinaison des formes et des couleurs lui permettra de dire a posteriori cette image-là a été potentiellement, de façon probabiliste, évoquée comme étant un autobus. Mais c'est grâce d'abord à un être humain qui l'aura aidé à comprendre ce que c'était. Donc c'est ça qu'on appelle les réseaux de neurones et la sociomatérialité de l'IA. Slide suivante. Alors, quelles sont les limites de l'IA? L'IA n'invente rien. Slide suivante. Elle ne peut que potentialiser ce que nous savons déjà. Donc, pour l'instant, elle n'invente rien. L'IA générative excelle dans la génération de contenu à partir de ce qu'elle connaît, mais elle est très difficilement capable de créer quelque chose de nouveau, bien que il semble que certaines limites soient atteintes. On pensait depuis un mois il y a un mois, que l'IA n'était pas capable de conceptualiser. Or, elle peut conceptualiser. C'est-à-dire qu'elle peut utiliser un concept d'un fil à l'autre de votre prompt. Ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, un autre inconvénient, qui est finalement un outil pour nous intéressant de l'anti-plagiat pour les élèves, c'est que l'IA n'est pas capable d'aller chercher les références bibliographiques lorsqu'il écrit. Donc ça, s'il n'est pas encore capable de le faire, mais peut-être que dans un avenir proche, il sera capable de le faire. En tout cas, vous verrez que MindView, lui, est capable de le faire, de connecter la carte mentale avec des systèmes de logiciels bibliographiques. Slide suivante. Alors, qu'est-ce que la sociomatérialité? C'est un concept intéressant et complexe que je vais essayer de vous résumer facilement. C'est que finalement, une IA n'est rien sans un être humain et finalement, l'IA ne vaut que par l'utilisation d'un être humain. Pour prendre une image concrète, vous voyez, cet exosquelette, c'est un outil qui permet à un être humain de porter des charges beaucoup plus lourdes que ce qu'il pourrait faire naturellement. Donc, l'exosquelette tout seul ne sert à rien. L'être humain tout seul n'est pas capable de porter la charge, mais l'association des deux permet d'avoir des capacités beaucoup plus importantes. Donc, en réalité, la socio-matérialité, c'est l'émergence de l'homme du troisième type. En réalité, c'est une nouvelle création, c'est une nouvelle humanité qui se crée et qui est potentialisée par l'IA. Donc, c'est une nouvelle entité socio-matérielle. Slide suivante. Donc, cette IA va modifier nos pratiques et elle va se modifier au travers de nos pratiques. Et évidemment, un des inconvénients, vous le savez, vous avez des adolescents devant vous, nous avons des adolescents comme enfants, c'est l'addiction et c'est évidemment l'inadéquation, le mauvais alignement des systèmes entre un cerveau humain qui deviendrait paresseux, trop passif, et une machine qui est capable de nous amener très loin. Donc, c'est encore une fois une question d'équilibre, cette sociomatérialité. Comment dans le futur on va être capable de potentialiser l'intelligence humaine? Alors les derniers résultats PISA finalement nous rendent assez pessimistes. Et que fera l'IA par rapport à ça? L'histoire ne le dit pas encore. Slide suivante. Mais ce que va nous dire Marc tout à l'heure, c'est que finalement l'IA associée à une carte mentale nous permet de beaucoup mieux travailler, d'être beaucoup plus organisé. Donc les points clés, la meilleure utilisation de l'intelligence humaine pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un héritage de l'Homo erectus avec des capacités de mémoire très étendues, mais qu'il faut savoir utiliser, des outils qui sont adaptés à ce fonctionnement, les cartes mentales, et bien sûr MindView, et puis bien sûr l'IA générative, l'IA générale, qui vont permettre à ces outils d'aller encore plus loin et de nous donner encore plus d'efficience. Slide suivante. Alors, j'ai pas mis la slide suivante, je viens de la retirer, désolé. C'était juste la partie questions-réponses où, Eh ben voilà, on arrive au bout. Je te laisse la parole, Marc. la dernière slide qui est plus à l'écran, c'était de vous inviter donc. J'ai vu qu'il y avait des questions. Continuez à poser vos questions. Euh, ce que je vais faire, on les traitera à la fin. On a un petit peu de retard, mais je vais essayer de condenser. Pour moi maintenant, c'est de vous montrer simplement comment vous pouvez créer des cartes mentales avec MindView. Pour ceux qui ne connaissent pas MindView, d'ailleurs, je vais lancer un petit sondage à l'écran. Je voulais juste savoir ceux qui utilisent déjà notre logiciel MindView. Donc, vous pouvez répondre au sondage. Ça nous permet de souffler quelques secondes. Et donc, vous devez avoir un petit sondage à l'écran. Et donc, je vais vous montrer très rapidement comment pouvoir créer des cartes mentales avec MindView. Vous montrer cette intégration entre
les cartes mentales MindView et l'intelligence artificielle. Et ensuite, on répondra aux questions pendant le temps qui nous restera. Je vais fermer le sondage et je vais repartager mon écran. Donc, ce que je vais vous montrer ici, là, normalement, vous devez revoir mon écran, si je ne me trompe pas. Ce que je vous montre ici, ça sera basé sur nos utilisateurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui MindView est présent dans à peu près 800 lycées en France, que ce soit des lycées pro, des lycées généraux technologiques, des lycées agricoles. Il y a à peu près 200 collèges qui nous utilisent déjà. C'est aussi présent dans l'enseignement supérieur. Il y a 70 UT et universités, ainsi que des CFA. Donc aujourd'hui, je vais agrandir un peu. On me passe dans l'oreillette que c'est pas le bon écran. Merci. Euh, Normalement, ça sera mieux maintenant. Voilà, parfait. Donc aujourd'hui, que vous soyez dans des collèges, des lycées, des CFA, des UT, sachez que MindView est déjà utilisé. Et pour ceux qui veulent le mettre en place, on pourra vous guider. Et je voulais juste mettre une petite chose qu'on a récupérée d'un enseignant, on a un peu synthétisé, mais ça relate bien ce que Yannick Bardy nous disait avant. Voilà ce que permet MindView, ça permet d'organiser le chaos des informations, c'est ce qu'on va faire, générer et organiser l'information facilement, et ça permet de simplifier le processus d'apprentissage en transformant des idées ou des concepts complexes pour les élèves en schéma clair. Ça, c'est un des objectifs des cartes mentales et de MindView. De façon très concrète, pour vous en tant qu'enseignant connecté par exemple ou chef d'établissement, si vous vous demandez comment sont utilisées les cartes mentales et MindView aujourd'hui dans les établissements, vous les voyez à l'écran. La démarche de projet, comme elle est dans toutes les filières aujourd'hui, préparer un oral, un dossier, un rapport. On pense au grand oral d'un élève qui va devoir réfléchir, récolter de l'information, la structurer, par exemple. Mais comme on peut parler de l'oral du brevet, on pense aussi à tous ceux qui doivent faire des rapports ou des mémoires dans l'enseignement supérieur. Pour les enseignants, euh, élaboration de progression pédagogique, c'est un usage qu'on trouve. Euh, Élaborer des synthèses, mais ça on revient sur ce que disait beaucoup Yannick Bardy, pouvoir se mémoriser, se rappeler de ce qu'on a appris, de le retranscrire sur une carte mentale, sur un schéma clair qu'on va pouvoir après compléter. Euh, et on est aussi utilisé par des chefs d'établissement pour tout ce qui est animation de réunion, pilotage de projet de la même façon. Petite parenthèse, pour ceux qui sont intéressés par le sujet, les cartes mentales sont une stratégie pour aider les élèves dyslexiques notamment, puisque c'est un outil dans lequel ils sont généralement, et un format dans lequel ils sont généralement à l'aise, puisqu'on va travailler avec des mots-clés, on va travailler avec des images, des couleurs. Et pour tous ceux que ça intéresse, je vous en dirai un petit peu plus dans quelques minutes. Donc la première chose que je veux vous montrer, c'est comment créer une carte mentale dans MindView. J'ai lancé MindView. Alors, ce que je vous montre ici, c'est la dernière version qui vient juste d'être mise à disposition, qui a notamment de l'intelligence artificielle. Donc, quand vous lancez MindView, on a cette vue carte mentale. Donc, pour vraiment s'appuyer sur ce principe que Yannick Bardy a exprimé, je vais montrer comment on crée une carte mentale. Donc, c'est assez simple. Au centre, ça s'appelle la racine. Donc c'est à cet endroit-là où je vais mettre le nom du sujet que je veux traiter. Et je vais prendre un sujet simple, on va travailler sur la matière par exemple, et on va noter ici autour les idées qui me passent par la tête. Donc juste avec deux boutons, sujet et sous-sujet. Si j'appuie sur sous-sujet ici, donc ça crée une branche juste en dessous, et je vais pouvoir indiquer par exemple une définition. Peut-être que, hop là, j'appuie sur Entrée, je vais collecter tout ce qui me passe par la tête, même si c'est pas pour l'instant correct, je vais noter. Donc les états de la matière, il y en a plusieurs. Par exemple, je me rappelle en tant qu'élève que on avait vu la composition, et là, hop, ça me rappelle qui dans la composition, je me rappelle des molécules, voilà, et je me rappelle aussi qu'il y avait aussi des composés ioniques. Donc voilà, hop, je continue. Peut-être que je sais qu'il y a d'autres choses, mais je me rappelle pas pour l'instant. C'est pas grave. J'appuie sur Entrée, je continue. Euh, on a parlé de corps pur. Hop là.
Je me rappelle qu'on avait notamment parlé des espèces chimiques, voilà, des composés. Donc, hop, tiens, tout de suite, je me dis, ah bah, en fait, les états, il y avait solide, gazeux, je me rappelle. Donc voilà. Donc tout simplement, j'appuie sur Entrée, je mets une idée ou j'appuie sur Insert, c'est les deux boutons qui sont là. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et c'est ce qu'on sait que vous avez beaucoup d'outils à utiliser, beaucoup euh, de, 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 de ressources. On veut que en quelques minutes, vos élèves, vous-même, vous soyez en mesure de créer une carte mentale. Vous avez vu, il y a juste deux boutons, sujet et sous-sujet. Et pour réorganiser après ces idées, comme je l'ai fait, vous pouvez en glisser, déposer, le faire. Comme le disait aussi Yannick juste avant, on va avoir rapidement une vue globale du sujet. Donc quand un élève va vous présenter sa carte mentale, vous allez tout de suite avoir une représentation de ce qu'il a mémorisé, de ce qu'il a compris, comment c'est structuré, et puis vous allez pouvoir le guider ou l'aider à compléter aussi cette information. Juste voilà, première chose que je voulais vous montrer pour créer une carte mentale dans MindView. Je veux maintenant illustrer, et je vais prendre un exemple de projet pour un petit peu montrer cette capacité d'intelligence artificielle qu'on vient juste d'intégrer dans notre nouvelle version. Et je trouve en tout cas que cette fonctionnalité va nous aider aussi à démarrer. Si je démarre un nouveau projet, comme je peux avoir dans mon établissement, si je suis un petit peu bloqué, je ne sais pas par où démarrer, et ben je vais pouvoir peut-être m'aider de l'intelligence artificielle pour le faire. Je vais juste changer un peu le format parce que pour moi c'est un... Voilà. Donc au centre, je vais mettre le nom d'un projet. Alors, c'est une expérience que j'ai vécue personnellement. Au centre, je mets le nom du projet que j'ai envie de traiter. Je ne sais pas trop par où commencer puisque c'est un projet, je ne le maîtrise pas et j'ai évidemment déjà des idées, des choses, je peux aller chercher de l'information, mais je vais dégrossir le sujet avec, grâce à l'intelligence artificielle, c'est ce bouton qui est ici, qui est intégré dans MindView, et j'ai plusieurs possibilités. Je vais en montrer une ici, c'est de créer des sujets. Donc là, je vais demander à l'intelligence artificielle déjà de me lister autour de ma racine ces sujets par rapport à mon projet. Vous avez vu, ça va générer quelques branches, très bien. Ce que je vais pouvoir faire ensuite, puisque évidemment je vais faire des recherches, je vais commencer à peut-être à retirer de l'information, je vais ajouter mes propres idées que j'ai déjà. Donc là, je peux continuer comme je viens de le faire euh, avant. Donc, quels sont les outils nécessaires? Je peux commencer à détailler. J'aurai peut-être besoin d'un bac, peut-être que je vais avoir besoin de terreau. Donc, tout simplement, voilà, je me rends compte qu'il me faut aussi euh, du mycélium. Voilà. Donc, tout simplement, je peux commencer et continuer à ajouter des idées, à compléter cette carte. Pareil, insert, entrée. Alors, petite fonctionnalité, puisque quand on prépare un projet, quand on prépare un oral, quand on prépare une réunion, souvent on a un ordre de lecture. Je peux cliquer ici sur numérotation. Je choisis numérotation et je vais commencer à ajouter. Je peux supprimer s'il y a des choses qui m'intéressent plus. Autre chose sur lequel qui va m'être utile, c'est de m'aider à comprendre de l'information. Donc là, je peux, grâce à l'IA aussi, ajouter une définition. Donc je peux mettre sur cette branche ici, puis aller sur l'IA et me proposer de mettre ici définition. Donc la, euh, la branche sur laquelle je suis euh, va être lue et va me compléter une définition associée à cet élément. Donc, si j'ai une information que je veux creuser, et donc ça se mettra pour ceux qui connaissent dans cette note de texte. Donc cette note de texte, c'est l'espace où là je vais pouvoir rédiger de l'information. Donc là, ça m'a noté ce texte que je peux modifier, corriger, actualiser, etc. Mais de la même façon, cette note de texte, sur une autre partie, je peux moi la compléter euh,
moi-même. Donc là, je peux mettre sur terreau et dans cet espace-là, je vais pouvoir rédiger en me renseignant. Je me rends compte que je dois prévoir plusieurs types. Voilà, je fais des fautes d'orthographe, c'est fait exprès, vous verrez. Donc là, je peux taper du texte aussi moi-même. Évidemment, on va, dans le cas de ce projet, continuer à rechercher de l'information. Et pareil, une autre fonctionnalité de l'IA qui va m'être utile, notamment si j'ai des difficultés à écrire de façon lisible, correctement, faire de fautes d'orthographe, ça va pouvoir me corriger aussi cette information. Je sélectionne ce que j'ai tapé. Il y a un bouton IA aussi ici, modifier texte, et je vais pouvoir demander de corriger la grammaire ou même de reformuler, simplifier ou développer. Je vais faire la première pour l'exemple. Donc, l'information que je vais ajouter aussi et intégrer dans ma carte mentale, moi-même, peut être aussi corrigée et améliorée grâce à l'intelligence artificielle. C'est une des forces aujourd'hui, comme Yannick Bardi l'a intégré, l'a indiqué, pour rédiger et créer ce contenu. Donc, je peux créer ma carte mentale, je peux générer aussi des éléments grâce à l'intelligence artificielle, corriger du texte. Ce que je veux montrer aussi, je vais, dans le cadre de ces projets, ajouter des informations. Donc, par exemple, mon enseignant va me partager des documents, des ressources associées. Donc, ces documents, je peux les intégrer aussi avec objet. Donc là, je peux aller chercher sur mon ordinateur. J'ai un petit document PDF, par exemple, que je vais intégrer ici. Donc pareil, au niveau de la branche sur laquelle j'étais, je vais pouvoir retrouver ici ces documents. Donc là, c'est la capacité de MindView à centraliser de l'information annexe, donc que ce soit des documents, des images, des photos, etc. Autre chose, je vais faire une recherche en ligne. Je vais aller sur Internet, je vais trouver un article intéressant que je vais vouloir conserver. Même principe ici avec hyperlien. Je vais pouvoir intégrer ce lien. Donc si j'ai trouvé un petit article voilà, pour faire des champignons à la maison, hop, on ne sait jamais trop où les enregistrer ces liens, on peut les intégrer à cet endroit-là. Pour intégrer des images aussi, donc pour illustrer ces mots de vocabulaire, pareil, pour aider à la mémorisation, pour les illustrer, si vous présentez ces images dans les... j'ai pas une petite image pas loin, normalement j'en ai une. Hop là, je vais mettre un petit logo. Donc intégrer voilà, des visuels dans les branches avec image intégrée. Donc là, voilà, j'ai généré cette carte, je l'ai complétée, j'ai centralisé, toute l'information est disponible ici. Lorsque je vais avoir besoin d'élaborer un rapport que je vais partager à mon enseignant, que je vais partager à mes élèves, tout l'intérêt de MindView, c'est que cette carte mentale, je peux la transformer dans d'autres formats pour éviter de perdre du temps à recopier cette information d'un brouillon ou d'un tableau vers un autre format. Je vais juste exporter vers Word ce travail où ça fonctionne avec OpenOffice. On a d'autres formats disponibles ici. Je choisis un des modèles et je clique sur exporter. Donc on veut faciliter voilà, ce démarrage, on veut passer outre cette peur de démarrer, on veut aider dans cette génération d'idées, d'informations, cette organisation d'informations grâce à la carte mentale. Vous avez vu, c'est très simple de les élaborer et de les compléter. Et on veut ensuite gagner du temps sur la génération des supports plus traditionnels que je vais devoir partager voilà, à d'autres. Donc ça, c'est le document Word qui a été créé automatiquement à partir de la carte que je viens juste de créer.
Donc pensez à vos comptes rendus de réunion, vos rapports, vos synthèses. Voilà, on va retrouver le document. Et tout ce qu'on avait rédigé au fur et à mesure dans la note de texte, les images, les liens, les documents, on va retrouver cette information. Donc c'est pour ça, pensez à un rapport mémoire, je prépare un oral, je veux une synthèse pour mémoriser, peut me rappeler ce que j'ai prévu de dire, un compte rendu, une progression que je vais remettre aussi à mes collègues, c'est le même fonctionnement. Je vois qu'il nous reste quelques minutes, donc je vais aller assez vite pour aussi illustrer d'autres fonctionnalités, puisqu'on veut aussi, dans le cadre de ces projets, aider à leur suivi dans le temps, donc planifier les activités dans le temps, répartir le travail quand c'est un projet de groupe, faire un petit point d'avancement, montrer l'avancement de mon projet. Et on a intégré à MindView des vues pour faire ça, notamment cette vue Planning Gantt et cette nouvelle vue Kanban. Donc, on a à droite ici une notion de tâche où je peux commencer à mettre des notions de date dans pour ces branches, ces notions de ressources. Ou alors, j'ai juste à changer de vue et je clique sur Gantt. Et là, ce projet, ça va être le même cas pour une progression pédagogique. Ce projet, je vais le visualiser sur une vue Planning Gantt. J'ai pas besoin de changer d'outil, j'ai pas besoin de créer un tableur avec mes colonnes. Pareil, après avoir noté toutes ces actions ici et formalisé ce projet, je vais pouvoir le formaliser en glisser-déposer à droite ou à gauche comme je suis en train de le faire. Donc là, je peux planifier mon projet et commencer à noter voilà, des dates. Donc là, hop, je peux planifier ces activités dans le temps. Donc ça, souvent, c'est le but ici, c'est remplacer vos tableurs dans lesquels vous ne pouvez pas faire ce glisser-déposer, vous êtes obligé dès que vous voulez actualiser vos plannings, dès que vous allez les modifier. Voilà, là, on va pouvoir le faire assez facilement. Donc à gauche ou à droite, comme je suis en train de le faire ici. Donc rapidement avoir ce planning. C'est important aussi pour les élèves sur un projet qui se posent des questions, voilà, combien de temps on va faire pour ces tâches, comment vont se séquencer ces tâches dans le temps, indiquer peut-être quelques échéances importantes sur ce projet. Voilà. Et sinon, pouvoir aussi continuer, hein, comme je disais, à répartir le travail pour que vous, en tant qu'enseignant, vous ayez une bonne idée de qui fait quoi au sein du projet, que ce ne soit pas la même personne, qui ait une bonne représentation. Donc toutes ces données seront visibles dans la mind map, seront visibles dans les autres vues. C'est le but de MindView, s'appuie sur les cartes mentales et tout leur intérêt de création, de structuration d'idées, d'informations. La vue Planning Gantt pour planifier dans le temps, mais à n'importe quel moment, je peux revenir dans cette vue, dans une autre vue. Pour ceux qui connaissent un peu MindView, maintenant sachez qu'on a cette nouvelle vue Kanban qui est une formation, une possibilité aussi de façon très simple, un peu comme des post-it, de voir un état d'avancement de ces tâches, qu'est-ce qui est non commencé, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est terminé, et changer ça, ou même avoir une représentation par personne, ça marche aussi très bien. Qu'est-ce que doit faire Marc, qu'est-ce que doit faire Anna, qu'est-ce que doit faire Kim, et pareil, j'ai pas besoin de créer un autre support, par contre j'ai rapidement cette information en changeant de vue, ça s'appelle la vue Kanban. Donc on ne fait pas que des cartes mentales, on peut aussi représenter ces informations dans d'autres formats. Je sais qu'on a quelques minutes de retard puisque je vais juste clôturer. Ce que je veux juste montrer, je vais montrer quelques exemples en quelques secondes que j'ai préparés. La première, sur le grand oral, je trouve que c'est un très bon cas d'utilisation des cartes mentales où les élèves vont commencer à devoir indiquer des thématiques, des problématiques, des sujets qu'ils veulent traiter. Tout ça, ça nécessite de la créativité, de la réflexion, de la structuration, de la recherche d'informations. Tout ce travail peut être fait facilement dans MindView et d'y compléter tout ce qui a prévu d'être dit à l'oral, pouvoir même compléter grâce à l'intelligence artificielle des informations, des photos, des liens, et d'avoir ce schéma qu'on va mémoriser comme plan
qui peut être retranscrit le jour de l'examen, notamment manuellement aussi si on veut, et retranscrit vers Word pour avoir comme une fiche de lecture, une fiche de mémorisation dans un format linéaire. Ça, c'est un très bon usage. Et on a des fonctionnalités collaboratives qui permettent à l'élève de partager son travail à ses tuteurs pour que vous puissiez y accéder, rapidement voir ce qui a été intégré, ajouter des ressources, ajouter de l'information. Donc ça, c'est préparer un oral, ici c'est le grand oral, c'est un excellent cas de figure, je trouve, d'utilisation des cartes mentales. Un autre usage que je veux montrer, là c'est celui-là, c'est pour des progressions pédagogiques, je vais montrer celui-ci, et là c'est de travailler sur la carte mentale et la partie planning Gantt pour vous en tant qu'enseignant, où vous allez pouvoir formaliser et avoir cette vue globale de toutes les activités pédagogiques à traiter dans l'année et pouvoir après les planifier sur la durée de la formation. Très simple, juste en changeant de vue, c'est ce que j'ai indiqué au début. Donc voilà un exemple de progression d'un enseignant de l'Académie Créteil, Monsieur Miral. Donc vous avez les différentes activités. L'intérêt de cette arborescence, c'est qu'on peut ouvrir, fermer les différentes parties, regarder ce qui nous intéresse, mettre les documents, les ressources, et ensuite, même principe, comment ça s'articule sur l'année, je change de vue, je mets les dates, et ça crée mon planning. D'une année sur l'autre, j'ai juste à décaler tout ce projet sur l'année scolaire prochaine, faire des petites modifications, mais très rapidement, j'ai quelque chose de présentable, joli et actualisable facilement, comme je l'ai montré en glisser-déposer. Donc, je vous enverrai ces différents exemples dans l'email de synthèse. Donc, juste une chose, pour clôturer, on va traiter quelques questions pour ceux qui veulent rester. Pour ceux qui ont envie de tester MindView, vous devez voir à l'écran, mercredi prochain, on organise une formation pour s'initier à l'utilisation des cartes mentales et à MindView. Donc là, cette formation, elle est faite pour manipuler. Donc on vous enverra un lien vers la version d'essai de MindView, où vous pourrez manipuler avec une de nos formatrices. Donc pendant la durée de la formation, vous pouvez utiliser, créer des cartes. On montrera d'autres exemples. Donc c'est mercredi prochain de 14h à 15h. Le QR code le QR code permet de vous inscrire et on l'enverra aussi dans le lien. On parlait des troubles du neurodéveloppement aussi. Fin janvier, on a deux experts du sujet, deux formatrices et anciennes chefs d'établissement qui vont parler des troubles du neurodéveloppement, donc notamment dyslexie, TDAH, même de l'autisme, et présenter quelques stratégies d'accompagnement, notamment les cartes mentales, comme je disais, c'est un très bon moyen. On vous enverra aussi le lien pour vous inscrire à ce webinaire fin janvier. Vous pourrez partager avec vos référents handicap ou les enseignants intéressés par cette thématique. On vous enverra ça par email aussi. Cette intervention a lieu le 31 janvier. Voilà. Dernier sondage et après on va traiter les questions. Au vu de ce que vous avez découvert aujourd'hui, ce qui m'intéressait de savoir, c'est est-ce que vous voyez l'intérêt d'utiliser les cartes mentales et MindView dans vos pratiques pour vous ou pour vos élèves. Je vais aussi tout de suite traiter les questions. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup. Est-ce que Yannick, tu es toujours là? Je sais Je qu'on suis est... avec vous, je vous Ouais, écoute. désolé un petit peu pour le démarrage, on est un petit peu en retard. Alors, je vais essayer de trouver des questions parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des questions et des avis, donc je vais essayer de remonter.
Hop là. Alors peut-être avant que je trouve une question, peut-être Yannick, comme tu es enseignant, peut-être de partager un peu ton expérience aujourd'hui euh, de l'intelligence artificielle sur la réalisation des rapports, par exemple. Comment tu traites ça avec Oui. tes étudiants? Oui, je voudrais vous partager, merci de me donner l'opportunité de partager cette expérience de terrain que je conduis depuis la rentrée, en particulier au Pôle Vincy, l'école EMLV, qui est une business school. Au cours des réunions de rentrée avec des collègues, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de parade, évidemment, pour contrer l'IA. Les logiciels anti-plagiat ne fonctionnent pas avec ce système. Donc, j'ai préféré retourner le gant. Et donc, comme il n'y a pas de consigne particulière, je tente des choses. Et donc, depuis la rentrée, je procède par la pédagogie inversée en utilisant ChatGPT. Et ce sont les élèves qui utilisent. Donc, lorsque je traite un sujet, en général, je mets les références bibliographiques au tableau. Alors, certains l'écrivent, d'autres pas. Hein. Ce sont des pistes d'approfondissement, évidemment. Donc, pour eux, des opportunités d'aller plus loin, de préparer les rapports et d'avoir de meilleures notes. Et donc, maintenant, au lieu de faire ça, je leur propose, chaque fois que je donne une référence ou un concept, d'interroger ChatGPT pour savoir ce que ChatGPT dit de ce concept ou de cet auteur que j'évoque. Et je leur demande évidemment de stocker ce matériel sur un drive, sur l'application, donc sur le De Vinci Learning en l'occurrence, sur l'outil pédagogique numérique, pour accumuler un certain nombre de ces informations sur un document maître en partage avec tous les étudiants, qui leur servira de base ensuite pour écrire leur rapport. Et c'est là, à ce moment-là, effectivement, qu'on pourrait même convoquer MindView, et on a discuté bien sûr avec Paul Vinci, d'utiliser MindView pour aller encore plus loin. Donc, l'IA pose un certain nombre de difficultés, mais apporte aussi évidemment des opportunités pour nos élèves. Et je me suis rendu compte, et je m'arrêterai là, et j'aimerais bien avoir l'écho des collègues qui nous écoutent, c'est que je me suis rendu compte, en leur faisant faire cet exercice, que peu d'entre eux étaient capables de bien rédiger un prompt. Donc en réalité, et c'est une inégalité profonde, c'est que les élèves qui sont capables d'utiliser l'IA sont ceux qui sont déjà capables de bien rédiger une question, c'est-à-dire qu'ils ont un niveau de littératie important. Et donc, il y a aussi une syntaxique dans le prompt de l'IA, il faut mettre entre crochets, entre guillemets, il faut définir un certain nombre de personas qui écrit ou qui doit recevoir les informations. Et tout ça, je me rends compte qu'ils ont du mal à le faire, ils ne sont pas suffisamment structurés aujourd'hui pour bien utiliser l'IA. Donc, je reviens et je termine sur cette idée de la sociomatérialité. L'IA fonctionne d'autant mieux que l'élève est déjà bien à l'aise avec sa propre manière d'écrire les informations. Il y a des questions aussi concernant le degré de confidentialité lié à l'intelligence artificielle et Alors, une question oui, sur l'IA au profit du transhumanisme. d'accord. Alors, il y a une question sur la propriété intellectuelle, une question sur le transhumanisme. Ça, c'est très intéressant. Alors, sur la question de la propriété intellectuelle, effectivement, y a-t-il une possibilité de revendication de propriété intellectuelle sur une production de l'IA ou de ChatGPT? Cette question n'est pas tranchée juridiquement, mais ce qui est tranché sur un plan informatique, c'est que la manière d'écrire un prompt, elle est protégée par la marque de l'auteur comme un code informatique. Donc en réalité, c'est pour cette raison que les gens qui éditent des prompts aujourd'hui, et vous en trouverez un certain nombre dans RPRM de ChatGPT, qui sont facilement utilisables, qui sont préformatés, ces prompts ont la marque de l'auteur et sont protégés intellectuellement. En l'occurrence, est-ce qu'on peut protéger une production de l'IA? C'est plus délicat parce que la marque de l'auteur est celle d'une machine et en général réutilise des contenus existants. Car comme vous le disiez, l'IA n'invente rien a priori. Donc ma réponse, elle est un peu duale. Oui, on peut protéger un prompt. Il sera plus difficile de protéger le résultat de la recherche sur ChatGPT, à moins, comme l'a montré Marc, de recycler ce contenu en apportant sa propre structuration grâce à une carte mentale et en produisant un contenu qui, lui, montrera la marque de l'auteur. Sur la question du transhumanisme, je vous renvoie à la lecture de mon collègue de l'Institut Sapiens, Laurent Alexandre,
le parfois polémiste Laurent Alexandre, qui a écrit La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT, où vous trouvez des réponses sur les perspectives de l'IA et donc de ce transhumanisme éventuel d'ici la fin de ce siècle. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes en train de constituer ce qu'on appelle une noosphère, c'est-à-dire une intelligence dans le cloud, grâce à ces outils, une intelligence qui pourra dépasser probablement l'intelligence humaine, ou en tout cas la capacité du traitement de l'information par l'intelligence humaine. La question du transhumanisme, c'est qui gouverne? Est-ce que les humains vont rester maîtres institutionnellement de ce qui va se passer, ou bien est-ce que les institutions elles-mêmes seront des machines? C'est ça la question du transhumanisme. Dépasser l'être humain en tant qu'il est être humain singulièrement, je ne le crois pas. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Étienne Klein lui-même, c'est que finalement, une IA n'aurait pas pu créer la théorie de la relativité. Il fallait un cerveau humain pour imaginer des choses aussi dingues. Donc, tant que l'humain sera un humain, et tant qu'il sera capable d'imaginer l'inimaginable, il ne sera pas dépassé par l'IA. Très bien. On peut clôturer là-dessus. Moi, j'aime bien cette conclusion. Je ne sais pas ce que tu en penses. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir témoigné aujourd'hui. Il y a peut-être un dernier mot que je voulais dire, mais Ouais. qui donnerait peut-être la piste pour une autre conférence, sait-on jamais, c'est que une des conclusions, qui n'est pas de moi, mais qui est de Laurent Alexandre, c'est de dire que il n'est pas impossible qu'à la fin de ce siècle, l'éducation et la médecine soient une seule et même matière, dans la mesure où vous l'avez vu, Elon Musk, via Neuralink, est capable d'implanter de l'intelligence ou des chips artificiels dans des cerveaux humains. Et la Food and Drug Administration a donné son autorisation pour des essais cliniques humains il y a une dizaine de jours. Ok, bon, à suivre, à creuser. Très bien. Merci, merci encore en tout cas, Yannick, pour C'est un ton plaisir. intervention. Comme C'est un j'indiquais, plaisir. je vais envoyer à tout le monde une synthèse. Il y a des questions, il y a pas mal de personnes qui ont des questions précises sur les fonctionnalités de l'outil. Et aussi concernant les tarifs pour le secteur de l'éducation. Donc on a des tarifs spécifiques pour les établissements, comme vous l'avez vu, hein, on a des centaines d'établissements déjà abonnés. Donc il y a sur certains territoires, sur certaines régions, sur certaines académies, il y a des financements qui sont faits de Mindview pour les établissements. Je pense à la région PACA, je pense en Normandie, en Bretagne, en Bourgogne-Franche-Comté, dans le Grand Est. Il y en a d'autres. Il y a des dispositifs pour obtenir notre ressource, sachez-le. Même si la majorité des établissements s'équipent sur fonds propres, voilà, sachez qu'il y a certains dispositifs pour l'établissement pour obtenir Mindview. Donc ceux qui sont intéressés pour obtenir les tarifs éducation, voilà, indiquez-le nous dans la partie questions. Je vous enverrai aussi. Donc nous, on est à votre disposition pour présenter aussi Mindview pour votre établissement. Donc on fait des présentations pour les enseignants, pour un établissement. Donc je pourrais vous envoyer un email que vous puissiez sonder vos collègues en leur demandant s'ils seraient intéressés pour avoir une présentation. Ça dure entre 30 et 45 minutes où on montre un petit peu plus longtemps Mindview dans ce cas de figure, on montre plus d'exemples et ça permet d'avoir voilà, plusieurs personnes du même établissement concernées par l'outil. C'est la meilleure façon pour vous de peut-être d'essayer d'obtenir Mindview dans l'établissement. Donc je vous envoie aussi le petit sondage à l'écran. Ceux qui veulent proposer au sein de leur établissement de présentation, indiquez-le dans la partie sondage, ça nous permettra de vous le proposer par email. Évidemment, ces présentations sont gratuites. Et c'est l'objectif pour nous, c'est de vous faire découvrir l'intérêt des cartes mentales et Mindview dans votre établissement. Donc voilà, le petit sondage. Dans l'email de synthèse, vous aurez l'enregistrement, vous aurez les invitations aussi aux formations de prise en main. Cette nouvelle version que vous avez découverte, elle sera mise à disposition très rapidement dans vos établissements pour ceux qui sont déjà abonnés. On pourra, vous recevrez une communication à ce sujet-là.